Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'offensive, la contre-offensive plutôt ukrainienne a commencé. Elle a commencé il y a plusieurs jours de cela. L'Ukraine a voulu cacher, n'a pas voulu dire que ça avait commencé parce que l'Ukraine voulait d'abord voir comment ça va marcher. Si ça marche, si ils reprennent les territoires occupés par référendum, alors ils pouvaient dire que nous avons lancé la contre-offensive et nous sommes en train de gagner, nous avons pris le terrain. Mais malheureusement pour eux, contrairement à ce que Emmanuel Macron disait le 12 juin dernier, que ça avait commencé et ça avait été minutieusement préparé, avec brio. Hein. Je vous apprends aussi que l'offensive est préparée depuis la Pologne. C'est en Pologne qu'on prépare les plans d'attaque et la stratégie à adopter, et ils viennent sur le terrain seulement pour mettre en application. Bref, eh bien ça tourne au fiasco. Fiasco total. Fiasco total parce que, vous savez, les Ukrainiens ont repris peut-être 150, 250, 500 mètres de terrain dans des villages abandonnés. Et par contre, en 10 jours, les Russes ont neutralisé 10 000 soldats ukrainiens. Je veux dire que 10 000 soldats ukrainiens sont morts en 10 jours. Les Ukrainiens avaient utilisé plusieurs blindés américains, européens et autres. Les Russes en ont détruit et pris 360. Quant aux chars Léopard, qui devraient faire le succès de l'opération, eh bien, là aussi, ça n'a pas marché parce que les Russes en ont détruit et ravi et pris, pour ramener à la casse certainement, 160 chars. Donc vous voyez, le chiffre que les Ukrainiens, LCI et autres disaient, oh, on va donner 50 chars
Les Français disent, nous avons seulement 250, mais il y a 150 qui ne marchent pas, il reste seulement 100. OK. Donc, on va donner 12. Les autres disent, on va donner... Donc, au total, c'était 300, maximum 250, 300 chars. C'est pas vrai. En fait, ils avaient déjà donné plusieurs chars. Quand ils disaient qu'ils vont donner 12 ici, la Pologne va donner 15, l'Allemagne 10, ainsi de suite, c'était juste pour gagner du temps, pour préparer les Ukrainiens à utiliser ce matériel. Malheureusement, ils étaient attendus, ils étaient accueillis, et ils ont été bien accueillis, et ça a tourné vraiment au fiasco total. Voyez, ça va continuer. Ça va continuer parce que les Américains ont déjà annoncé qu'ils vont encore donner une enveloppe de 325 millions de dollars à l'Ukraine pour payer les armes, pour payer les salaires des militaires, ainsi de suite. Donc, la guerre va continuer. Mais maintenant, les Européens et les Américains se préparent à donner des avions de guerre. Les fameux F-16 là seront en Ukraine. Et d'autres de marques allemandes ou françaises et autres, ils vont se retrouver sur le terrain. Mais moi, je ne suis pas surpris de ce résultat. Parce que la Russie s'est déjà affrontée avec l'OTAN, tout récemment en Syrie. Dans la guerre qu'il y a eu en Syrie, vous croyez que c'était quoi? C'était un test. C'était un test pour les Russes, pour savoir si... Parce que les Russes se préparaient aussi à cette guerre depuis très longtemps, puisqu'ils savaient que les Américains étaient en train d'occuper, l'OTAN était en train de s'élargir vers l'Est, c'était pour faire la guerre. Donc ils savaient que, le moment venu, ils vont leur faire la guerre, qu'on le veuille ou non. Et pour éviter que la guerre commence par les autres, eux, ils ont commencé. Mais Poutine savait. Comme Poutine, en 2007, disait déjà que, écoutez, l'élargissement de l'OTAN, ce n'est pas bien pour nous. Les Français, François Hollande, vous savez ce qu'il avait répondu ce qu'il avait dit à Poutine, dit, oh, nous on fait ça, c'est pas pour vous, nous on fait ça parce que nous, on va attaquer l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement stupides et ils pensaient que Poutine était aussi bête que ça. Ils disent qu'ils mettaient des missiles là, balistiques et des armes nucléaires qu'ils posaient là. C'était pour attaquer l'Iran. Au cas où l'Iran fait quelque chose, on attaque l'Iran. Qui peut croire à ça? Donc, la Russie s'était préparée. Et la Syrie, c'était un bon terrain d'exercice, un laboratoire d'expérimentation. Et en Syrie, vous savez quoi? Il y avait quoi? Il y avait les fameux F-16. En Syrie, là, il y avait les F-16 déjà. En Syrie, là, il y avait déjà tous ces chars-là que vous voyez là. Mais l'OTAN n'a pas pu faire partir Bachar al-Assad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes se sont dit, là maintenant nous sommes prêts, nous pouvons les affronter. Aujourd'hui, la Russie utilise le nombre de munitions qu'elle utilise par jour. C'est plus que le nombre de munitions que l'OTAN, les 50 États fabriquent par mois. Donc la Russie avait un programme. Et je vous dis que la Russie est en train d'utiliser à peine 10% de ses forces militaires. La plupart de ceux qui se combattent là, ce sont des contractuels, ce sont les milices privées, ce qu'on appelle autrement les mercenaires. Mais l'armée russe n'est pas encore rentrée dans la danse. Parce que l'armée russe sait que la volonté de l'OTAN, c'est d'épuiser la Russie. Et puis, quand ils seront épuisés, l'OTAN elle-même va rentrer en guerre.
Donc les Russes le savent déjà. C'est pour ça qu'ils rentrent, ils réservent leurs forces pour la vraie guerre qui arrive. En tout cas, sur le plan militaire. Bref, l'échec était attendu. Déjà, la Russie a inondé l'espace ukrainien, hein, à la frontière, jusqu'au Donbass, là. Ils ont mis partout des mines. C'est d'ailleurs ce qui fait que les Ukrainiens n'arrivent pas à avancer. Ils ont installé des mines sur près de 20 ou 30 kilomètres. Donc, eux là, ils doivent combattre très loin. Ils ne peuvent pas rentrer. Dès qu'ils rentrent là, les chars là vont exploser. Voilà ce qui se passe exactement. C'est pour ça que j'espère que les deux parties, notamment l'Ukraine, va saisir l'opportunité de la médiation africaine, puisque actuellement c'est celle qui est à la mode, qui va se rendre le 16 juin prochain, donc aujourd'hui d'ailleurs. D'ici là, ils seront en Ukraine et le 17, ils seront en Russie. Ce serait la meilleure des choses. Malheureusement, il ne faut pas trop rêver parce que bien que Zelensky avait accepté de recevoir ces chefs d'État africains qui devraient tenter leur médiation, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a déjà montré que ce voyage sera un voyage, une petite balade, parce que eux, ils ne peuvent pas négocier s'ils n'ont pas la totalité de leur territoire, ce qui est impossible. Et d'ailleurs, ici aux États-Unis, les Américains, là, ils vous disent que les territoires occupés là, l'Ukraine peut oublier ça. Les Américains vous disent, dans le New York Times, dans le New York Post, sorti le 14, ils ont dit déjà que c'est un fiasco. La contre-offensive est un échec. Au contraire, c'est un carnage et c'est même ce que Poutine appelle une catastrophe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.